professeur. Merci, merci infiniment. Je voudrais encore une fois insister pour remercier mes amis de FOSCA, de la Fédération des omnipraticiens. Et je vais revenir à mes premiers amours parce que je pense ceux qui me connaissent depuis longtemps, moi je suis infectiologue à la base et je voudrais vous parler d'un enjeu important que vous connaissez très très bien, vous les médecins généralistes. J'en profite pour remercier les laboratoires Etika qui nous ont permis d'être ensemble aujourd'hui et de travailler sur ce sujet. Je ne voudrais pas, encore une fois, comme ce matin, je parlais des carences en micronutriments, l'enjeu n'est pas de vous parler d'un diagnostic clinique, parce que vous le connaissez très bien, mais je voudrais vous parler des défis que nous avons en pratique et ce que nous constatons en fait dans la littérature et quels sont les défis pour les cliniciens. Et l'idée, c'est de partager avec vous quels sont les défis qu'on retrouve un petit peu partout dans la littérature, quels sont les pièges, quels sont les enjeux thérapeutiques, quelques situations à risque et les enjeux de l'immunodépression, par exemple, en matière de diarrhée infectieuse. Et je ne vais pas parler de toutes les diarrhées infectieuses, mais particulièrement des diarrhées infectieuses qui sont parasitaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Et tous, vous le savez, vous avez très souvent demandé des coproparasitaux des selles pour des situations particulières. Soit vous avez traité sans demander les examens, soit quand vous demandez les examens, sachez, et tous mes amis biologistes le savent, c'est extrêmement compliqué de faire le diagnostic. Et c'est très compliqué également d'avoir des résultats thérapeutiques, et on le voit dans la littérature. Par exemple, je pense que vous le savez, quand on analyse par exemple les enfants marocains, 64% des enfants marocains sont multiparasités. 64%, c'est un chiffre qui est énorme. Mais ça ne veut pas dire que tous développent des diarrhées, et ça ne veut pas dire que tous ont des complications. 3 erreurs que nous retrouvons en général en pratique, c'est qu'on teste de façon un peu trop large chez des patients qui ont une faible probabilité d'avoir une parasitose, c'est d'autres infections, et en particulier des infections virales. Deuxième chose, c'est qu'on va au contraire cette fois-ci tester trop peu des diarrhées persistantes, et je voudrais ouvrir et fermer la parenthèse, c'est le sujet immunodéprimé, particulièrement les patients qui sont VIH positifs avec un retard de diagnostic. On a beaucoup de problèmes chez les patients qui sont VIH positifs et qui ont des cryptosporidioses, par exemple, et qu'on a beaucoup de mal à traiter et ça traîne. Mais combien de laboratoires font de la parasitologie et sont capables de faire le diagnostic? C'est des fois assez compliqué. Et le troisième élément, c'est le traitement en fonction de l'étiologie. Et à votre avis, si je vous pose la question, combien de fois nous demandons l'antibiogramme quand nous faisons des coproparasitaux d'essai? Très très belle étude qui a été faite à Rabat. Hein? Et à votre avis, combien nous demandons l'antibiogramme? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur? 8% des cas. 8% des cas, pour vous dire que très souvent on se retrouve dans des situations qui soit ne justifient pas l'antibiothérapie ou alors pire, l'utilisation de la corticothérapie. En particulier, on va le voir dans le cadre de l'amibiase. Le panorama étiologique, il est assez connu. Dans les diarrhées aiguës infectieuses, et comme également pour la pathologie respiratoire, pour les infections respiratoires aiguës, eh bien, malheureusement, heureusement, les virus viennent en tête. Ce n'est pas les bactéries, ce n'est pas les parasitoses, mais c'est les virus qui reviennent en tête et qui nous posent un certain nombre de problèmes en matière thérapeutique. Deuxièmement, les 3 fameux symptômes qu'on retrouve, le sang, la fièvre ou les ténèbres, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, très souvent, on ne va pas aller chercher les shigelles. Et pourtant, c'est extrêmement fréquent dans les études, et ce n'est pas mon ami Ben Azzouz qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui va contredire cela, mais nous avons également des problèmes. Et enfin, les enjeux, lorsque ça dure au-delà de 2 semaines, et là, on va très souvent retrouver des parasitoses. Et la dernière situation, c'est la situation des immunodéprimés. Et globalement, si je devais synthétiser ce qu'on vient de voir depuis 3 ou 4 minutes, c'est que la suspicion d'une parasitose, dans le cadre des diarrhées infectieuses, elle va vraiment être extrêmement présente lorsqu'il y a une exposition particulièrement hydrique ou alimentaire ou de voyage, par exemple. Et sur le plan hydrique ou alimentaire, malheureusement, il y a encore des enjeux, y compris dans les endroits où nous avons l'impression
que l'hygiène est au top niveau. Et pour cela, j'ouvre et je ferme une parenthèse, une très grosse étude a été faite à Casablanca, je ne vais pas vous dire où, mais dans beaucoup d'endroits high level, si on peut ainsi dire, ou de très haut niveau, sur lesquels nous avons trouvé, malheureusement, donc sur le plan de la restauration collective, hein, ce n'est pas les agents de restauration collective, où nous avons trouvé des résultats catastrophiques avec une prévalence élevée d'un certain nombre de germes et particulièrement donc de parasitose. Quand est-ce qu'on va penser aux parasites? Ça, vous le savez très bien, mais j'aimerais uniquement vous rappeler un certain nombre d'arguments et je voudrais insister sur les arguments épidémiologiques. Les arguments cliniques, vous les connaissez, les arguments biologiques, mais sur le plan épidémiologique, dans notre contexte, eh bien, c'est bien sûr le voyage, mais c'est également, malheureusement, pour les enfants, les crèches. Hein, ça, c'est... Et tout le monde, maintenant, aujourd'hui, est occupé, donc on voit les jeunes enfants dans les crèches. C'est également un certain nombre donc, de fruits et des légumes, pas toujours donc, très bien lavés. Et il faut en parler, je sais qu'on ne veut pas tellement en parler, c'est également, malheureusement, et des situations qui existent, qui sont décrites dans la littérature, y compris dans le contexte marocain, ce sont également des transmissions sexuelles. Et ce ne sont pas des choses qu'on connaissait beaucoup, dont on avait envie de parler, mais qui existent sur le plan de la littérature scientifique. Peut-être un point à nuancer sur le plan biologique, mes amis, si vous le voulez bien, c'est la notion donc, de PCR. La PCR, bien sûr, c'est ce qui va nous faciliter les choses, mais dans le contexte marocain, ça coûte extrêmement cher. Donc, soit vous vous assurez que vous avez un excellent parasitologue avec qui vous avez travaillé, un laboratoire, il y a d'excellents parasitologues dans le contexte marocain, mais le diagnostic est extrêmement difficile dans cette situation. Est-ce qu'il y a des indices d'orientation, ce qu'on retrouve globalement dans la littérature? En fait, il y en a 3 qu'on retrouve globalement. 1, le voyage, l'eau ou les aliments, même l'eau est extrêmement important. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la restauration collective, sachez qu'il y a une obligation de faire des échantillons témoins sur les aliments, mais également sur l'eau de glaçons et également l'eau qu'on utilise en matière de restauration collective. Est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter? Donc, je ne parlerai pas des étiologies que vous connaissez, on va en parler dans quelques instants, mais surtout les pièges. Alors, les pièges, surtout dans les coproparasitodécèles, un seul prélèvement, ça ne sert quasiment à rien si on ne fait pas plusieurs prélèvements. Attention également dans les situations où vous allez limiter l'enquête à un panel standard. Et on va vous donner un panel standard, on va ressortir l'ambliase, la giardiase et l'amibiase et on va s'arrêter. Et des fois, il faut aller beaucoup plus loin. Ou alors, malheureusement, non demandé, ça n'a pas été demandé si le laboratoire, par exemple, n'a pas été alerté, on ne lui a pas expliqué les situations. Je vais vous donner un autre exemple que vous connaissez très bien, c'est celui du palu, dans le contexte marocain. Si vous ne précisez pas au laboratoire, dans le cadre de la goutte épaisse, par exemple, que vous demandez, c'est extrêmement difficile de retrouver un falciparum, ou un ovalet, ou un malarié, ou ce genre donc, de parasite. Donc, il faut vraiment que les parasitologues nous aident les cliniciens pour le diagnostic. L'infection à VIH, mes amis, est très très fréquente dans le contexte marocain, contrairement à ce qu'on le pense. Quand je dis très très fréquente, ce n'est pas une prévalence très élevée, c'est-à-dire en matière donc de diarrhée ou infection respiratoire qui dure, il faut y penser et éliminer donc le diagnostic. Et très souvent, je vous posais la question, combien de fois dans vos consultations au cours des 6 derniers mois, combien de fois dans les diarrhées aiguës qui persistent, vous avez demandé une sérologie VIH? Eh bien, malheureusement, pas très fréquemment. Il faut le faire pour une diarrhée qui persiste dans laquelle il n'y a pas une étiologie connue ou pour lesquelles vous avez fait donc des traitements en pensant à une certaine étiologie et vous n'avez pas trouvé le diagnostic. Pensez à l'infection à VIH. Dans le cas de l'infection VIH, les diarrhées persistantes nous continuent à nous poser un certain nombre donc, de problèmes. Alors, le cryptosporidium, c'est difficile à diagnostiquer. Ça existe beaucoup dans l'infection à VIH. Il y en a d'autres, Giardia et amibiase sont des enjeux majeurs dans le contexte marocain. Alors, peut-être un point sur cette slide, s'il vous plaît, si vous le permettez. Il faut absolument informer le laboratoire en cas d'immunodépression. Pourquoi? Parce qu'il va plus orienter son orientation, il va plus s'orienter pour le diagnostic vers un certain nombre donc, de germes. Par exemple, dans l'infection AVIH, la probabilité de trouver la recherche d'une amibiase, une giardiase, ce n'est pas un enjeu. Par contre, la cryptosporidiose, par exemple, c'est un enjeu majeur en matière d'infection à VIH ou alors les microsporidies, par exemple.
Le diagnostic, bien sûr, très souvent, et on le dit à la fac aux étudiants, restez clinicien. Il faut que vraiment le diagnostic soit clinique. Mais en matière de parasitose, quelle que soit la compétence, encore une fois, je n'ai absolument pas votre compétence, la compétence de mes amis gastro-entéro, mais des fois, vraiment, le diagnostic clinique est extrêmement compliqué. Parce que la diarrhée a duré, parce que est-ce qu'il y a vraiment du sang dans les selles, est-ce qu'il y a un ballonnement, est-ce qu'il y a ténèse, empreinte, est-ce qu'il y a des faux besoins? C'est compliqué et des fois, c'est multiparasité, comme je vous ai dit pour les chiffres, par exemple, chez l'enfant marocain. Alors, est-ce qu'il y a des faux négatifs ou des faux positifs? L'enjeu que nous avons à ce niveau-là, c'est que nous avons beaucoup de faux négatifs. Ce n'est pas l'enjeu des faux positifs, on va traiter, surtraiter, mais on a beaucoup d'enjeux de faux négatifs. Et l'enjeu de faux négatifs, parce que c'est très compliqué de techniquer les parasitoses intestinales. Et c'est un enjeu qui est fréquent dans nos contextes marocains, donc soit parce que les selles n'étaient pas suffisantes, parce qu'il y a un mauvais timing au niveau donc, des prélèvements, ou bien parce que simplement notre demande analytique était insuffisante. Et peut-être que dans le contexte marocain, c'est peut-être une association entre contexte épidémiologique, un certain nombre de signes cliniques et une orientation biologique. Peut-être que ces trois éléments ensemble pourront nous aider, à mon avis, mais sachez, et ça c'est valable également pour le sang, on en parlait ce matin par exemple pour les dédimères, on en parlait avec un collègue, c'est devenu à la mode que les gens viennent à domicile faire les prélèvements. C'est devenu très à la mode, aussi bien les prélèvements sanguins que la coproparasito des selles. Si le laboratoire qui vient chez vous à la maison fait un prélèvement par exemple pour les dédimères et va circuler pendant 3 heures à Casablanca, je crois qu'on n'est que Casa, avant d'emmener le prélèvement, le prélèvement il va être coagulé, vous allez trouver vos dédimères au plafond, vous allez trouver des dédimères à 3000, 4000, 5000, alors que c'est totalement faux, que le tube était totalement hémolysé. Donc attention également aux horaires donc, des prélèvements et à partir de quand entre le prélèvement et ça a été techniqué, et ça, la qualité du prélèvement en parasitose intestinale joue un rôle extrêmement important. Est-ce que l'examen parasito des selles est encore utile? Je ne vais pas oser répondre à cette question. Professeur Benazouz. Je ne veux pas répondre. C'est un ami, et pour les gens qui ne le savent pas, on courait ensemble 100 mètres quand on était interne, lui interne au CHU de Rabat et moi de Casablanca. Donc c'est une longue amitié, mais je peux vous dire que l'examen parasito donc, des selles reste quand même un élément important et peut-être vous, médecins généralistes ou les gastros, vont pouvoir peut-être nous orienter, mais il a encore sa place avec des limites. Et ça, c'est ce que dit la littérature scientifique. Comment vous avez fait donc le prélèvement? Est-ce que les colorations spéciales existent, oui ou non? Et c'est pour ça qu'on conclut en disant si c'est bien fait et si c'est bien ciblé. Parce qu'on ne va pas prendre toute la panoplie donc des parasitoses. Les tests antigéniques, là, vous en avez entendu parler. Est-ce que c'est intéressant, les tests antigéniques, dans le cas de parasitose? En fait, si vous avez une parasitose, disons une diarrhée qui est persistante pendant très longtemps, une exposition, et que vous avez une pensée que c'est une giardiase, et c'est vraiment un test extrêmement donc, ciblé, oui, peut-être, mais ou sinon, ça ne vaut pas la peine pour les autres. Donc, réellement, Giardia et Cryptosporidium, oui. Pour les autres, il y a débat. Sachant, mes amis, que sur le plan financier, tout le monde n'a pas les possibilités donc, de payer, et sachant que ça ne va pas couvrir tous les germes. Les panels, aujourd'hui, existent des panels moléculaires. Dans le contexte marocain, aujourd'hui, on fait de plus en plus de biologie moléculaire, on fait de plus en plus donc, de PCR. Si vous avez des patients qui ont la couverture médicale et qui peuvent se permettre de payer des PCR, tant mieux. Mais dans la majorité des situations, on va compter beaucoup plus sur vos compétences en tant que clinicien parce que malheureusement, ces tests biologiques et ces PCR coûtent extrêmement cher. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc oui, un rendement intéressant, mais sur le plan de l'interprétation, attention, ce n'est pas automatique. Quel est l'algorithme qu'on retrouve le plus souvent? Et par étapes, avec 4 étapes particulières qu'on retrouve un petit peu dans la littérature. Et la littérature, elle vous dit globalement, il faut tester selon la durée, selon le terrain et selon la gravité. La gravité, c'est vous. Le terrain, c'est le patient. Et la durée, c'est qui la détermine? C'est vous, exactement. Donc,
Est-ce qu'il y a un contexte donc de voyage? Et quand on parle de voyage, mes amis, ce n'est pas les voyages spécialement en Afrique subsaharienne, ou en Amérique latine, ou en Asie. Je parle également de voyage dans le contexte marocain, chez nous. Où est-ce que vous êtes allé? Où est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous étiez en milieu rural? Est-ce que vous avez mangé chez l'habitant? Est-ce que vous avez mangé dans tel restaurant? Est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Etc. Et pour le lavage des mains, et mon ami Ibn Azzouz le connaît très bien, une très très belle étude qu'on a fait chez les étudiants en médecine. On a observé les étudiants en médecine, pas tous, et je ne vous dirai pas où, ceux qui rentraient dans les toilettes, et on a observé combien en sortant des toilettes se lavaient les mains. Waouh! Combien en sortant des toilettes se lavaient les mains? Je vous dis quel est le pourcentage? Faculté de médecine. 7%. C'est baf le mia. Alors bien sûr, la réponse des étudiants en médecine, quelle a été la réponse des étudiants en médecine à Ibn Azzouz? Ils nous ont dit, ouais, professeur Heikel, les urines sont stériles. Il y a que les urines sont stériles parce que si les urines n'étaient pas stériles, ce serait une infection urinaire. J'ai dit oui, les urines sont stériles. Mais on n'a jamais dit que le caca était stérile. Je caricature, mes amis, mais vous avez bien compris que c'est aussi un enjeu d'hygiène donc des mains. Et les parasitoses, c'est aussi, je vous le rappelle, un problème donc d'hygiène donc des mains. La thérapeutique, elle est bien codifiée, vous la connaissez, les gastros le connaissent, les médecins généralistes le connaissent très bien. Mais peut-être vous rappelez quelques données intéressantes. D'abord, les mesures de base. Les mesures de base, vous le voyez, encore une fois, moi je n'ai rien inventé, je vous présente un petit peu les synthèses que disent la littérature. Les premières mesures de base, ce n'est pas l'antibiothérapie. Les premières mesures de base, c'est d'abord la réhydratation, si on est totalement déshydraté, c'est la correction des troubles hydroélectrolytiques, c'est la réévaluation de la tolérance, et c'est l'hygiène et des évictions si nécessaire. C'est ensuite qu'on vise le germe qui est concerné, mais attention, il y a des moments où il faut s'abstenir. Même si, évidemment, on a tendance à vouloir traiter, parce que le patient s'attend à ce qu'on lui donne une ordonnance, mais il y a des situations où il n'y a pas de corrélation clinique par rapport à une détection donc, de la PCR, et parfois, les résultats de coproparasitologie sont simples, et des fois, ce sont des diarrhées en fait qui vont céder sans antibiothérapie. Par contre, chez l'immunodéprimé, là par contre, il y a des enjeux majeurs, et l'immunodéprimé, ce n'est pas spécialement l'infection à VIH. Résultat des courses, enfin, il ne faut pas avoir la main facile pour l'antibiothérapie. Hier, on parlait du microbiote intestinal et des enjeux par rapport à l'antibiothérapie. Et c'est la même chose pour, par exemple, les antiparasitaires. Est-ce qu'il faut quand même donner des antiparasitaires? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut traiter? Oui, bien sûr. Mais d'abord, tenir compte donc, de ce que je viens vous dire et ne pas couvrir par réflexe. Ce n'est pas un moment de réflexe, mais s'il y a des signes d'alarme, si vous avez donc des signes qui sont patents et pour lesquels vous avez des résultats, idéalement, coproparasitaux, donc des selles plutôt, qui vont vous donner donc un germe sur lesquels vous allez agir, ou sinon, vous allez aggraver une dysbiose. Alors, quels sont les argumentaires ou les repères pratiques? Et ce tableau est assez intéressant, je l'ai trouvé assez intéressant. Il a été publié en 2006, il a été amélioré en 2024, et c'est intéressant, on vous dit, voici les germes, voici le traitement usuel qui est préconisé chez les différents spécialistes, mais avec une attention particulière et surtout une attention particulière qu'on a retrouvée dans une revue Cochrane, c'est celle des allergies et des intolérances à certains antiparasitaires. Il faut bien le comprendre. Et le deuxième point qu'on retrouve, et peut-être que nos amis gastro-entéraux nous donneront plus de précision, c'est la notion de récidive. Ce n'est pas de rémission, mais de récidive. On traite, on pense que ça va marcher, on a donné la bonne durée, on a respecté les protocoles que nous ont donnés nos amis gastro, et pourtant, ça ne marche pas. Et ça revient. Eh bien, chez les parasitoses, malheureusement, c'est un enjeu majeur où la guérison totale est un phénomène, malheureusement, qui n'est pas aussi fréquent qu'on le croit. Alors, est-ce qu'il y a des pièges diagnostiques? Oui. Alors, bien entendu, vous avez des contextes épidémiologiques donc, et cliniques, mais ce qui est important, c'est de tenir compte donc, de tous les tests aujourd'hui qui sont donc, disponibles. Et on a même maintenant aujourd'hui l'antigène fécal, les PCR, qui sont aujourd'hui des éléments extrêmement
important dans le contexte également marocain. Mais je rappelle, encore une fois, avons-nous les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire par rapport aux parasitoses. La giardiase, est-ce qu'il y a des échecs thérapeutiques et que c'est très souvent réfractaire? Oui, malheureusement. Je parle particulièrement donc de la giardiase. C'est un phénomène qui est de plus en plus émergent. Et en même temps qu'on connaît de plus en plus l'antibiorésistance dans le contexte marocain, on a aussi de la résistance maintenant de plus en plus fréquente dans les parasitoses parce que des fois, nous traitons en excès. Des fois, on ne traite pas suffisamment, mais dans beaucoup de situations, nous traitons en excès. La cryptosporidiose, vraiment, il faut que vous ayez avec vous un collègue spécialiste. Même si je sais que le médecin généraliste joue un rôle extrêmement important, demandez conseil à un gastro, demandez conseil à un infectiologue, parce que ça, c'est un enjeu important, et particulièrement dans le cadre de l'infection à VIH, parce que le terrain immunitaire est vraiment un terrain extrêmement décisif. L'amibiase, l'amibiase, ma chère amibiase. On a vécu avec l'amibiase, on a grandi avec l'amibiase, et elle est toujours là. Et ça, mes amis, c'est un enjeu majeur. Ça, c'est un enjeu majeur. Et encore une fois, faites-vous aider de vos collègues parasitologues qui peuvent vous faire un petit peu la différenciation entre tout ce qui est kystique, tout ce qui n'est pas kystique, tout ce qui est difficile à traiter, tout ce qui est résistant. N'hésitez pas à demander donc les antibiogrammes, mais s'il vous plaît, le prélèvement va jouer un rôle important, sinon vous allez avoir des résultats négatifs. Et le traitement, aujourd'hui dans le contexte marocain, le traitement marche très bien si on démarre tôt et si on accepte qu'il va y avoir malheureusement donc un certain nombre donc, de récidives. Pour tout ce qui est autre parasitose, là aussi, Marocco, mes amis, Marocco, c'est vraiment quand il s'agit de germes qui ne sont pas les germes les plus usuels, demandez, j'allais dire, une collaboration, je vais le dire comme ça, une collaboration avec vos autres collègues parce que malheureusement, c'est extrêmement donc, difficile à traiter avec énormément donc, de récidives. Et ça, c'est surtout la diarrhée donc, des voyageurs qu'on retrouve le plus souvent. Les microsporidioses, moi j'en vois beaucoup, mais dans le cadre donc, de l'infection à VIH, mais ce n'est pas des examens en routine, donc classiques. Ça fait partie donc, des parasitoses qui sont connues. Là aussi, il faut traiter en fonction de l'antibiogramme. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le schistosomiase, maintenant, il n'y en a plus beaucoup au Maroc, hein, mais ça existe encore, mais ce n'est pas fréquent, ce n'est pas un enjeu majeur chez nous, mais il faut quand même y penser. Alors, finalement, 4 questions. Est-ce que ça persiste? Est-ce que ça rechute? Est-ce que vous avez pris des antibiotiques déjà? Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a encore des symptômes? Et est-ce que l'infection, elle persiste ou non? Pensez à la giardiase, mais l'amibiase, c'est un des enjeux les plus majeurs. Sur le plan pédiatrique, je passe rapidement dessus parce que c'est vraiment assez spécifique. D'abord, je n'ai pas du tout de compétences en pédiatrie parce que c'est très spécifique chez nos amis pédiatres. Mais de façon globale, dans la littérature, la réhydratation et le rééquilibre hydroélectrolytique restent l'enjeu majeur. Pour le VIH, donc je viens d'en parler, il faut y penser dans le contexte marocain. Réfractaire, s'il vous plaît, et là on peut en discuter, c'est très très souvent donc, le cas. On n'arrive pas à guérir donc, nos patients et on refait un certain nombre d'examens. Les résultats, malheureusement, ne sont pas ceux au quoi on espère. Eh bien, il faut tenir le coup et continuer à investiguer parce que malheureusement, les résultats du premier coup ne marchent pas. Prévention, bien sûr, hygiène, clairement, c'est une évidence. L'hygiène et la prévention, c'est l'enjeu majeur. Et avec une approche One Health, c'est-à-dire que, vous le savez, la santé animale, la santé environnementale, la santé humaine sont totalement connectées. Depuis les années 80, toutes les pandémies que nous avons eues sont des zoonoses. H1N1, toxoplasmose, fièvre typhoïde, VIH, Covid-19, Ebola. Tout ça, c'est des zoonoses depuis les années 80. Toutes les pandémies qu'on a eues sont donc des zoonoses. Alors, un cas clinique peut-être à partager avec vous, c'est simplement pour que vous donniez un ordre de grandeur des enjeux qu'on peut avoir. Regardez un retour de voyage, un homme de 34 ans, il revient d'Inde, maintenant on voyage beaucoup en Asie, diarrhée aqueuse depuis 3 semaines, ballonnement, perte de poids, pas de fièvre, 2 cures d'azithromycine inefficaces. Voilà, ça c'est un exemple important de demander, encore une fois, cette fois-ci l'aide donc de la biologie qui peut jouer un rôle important
Et là aussi, on a des résistances et malheureusement, encore une fois, des récidives. Deuxième cas, et je m'arrêterai sur ce cas chez un transplanté, là aussi, c'est un problème également donc, immunitaire qui pose beaucoup de problèmes en matière de causes multiples. Il faut documenter la jambe et regardez, la première stratégie, c'est vraiment réhydrater avant d'aller vers l'antibiothérapie. Le métronidazole, est-ce que ça marche? Je ne sais pas, je vais demander à mon ami Ibn Azzouz, est-ce que ça marche, cher ami? Est-ce que ça continue à marcher ou pas du tout? C'est un débat. C'est un débat. Ça marche très bien dans beaucoup de situations. Dans d'autres situations, on se pose donc les questions, mais de façon globale, d'abord, il faut penser à l'action tissulaire avant donc de l'action luminale. Mais c'est un enjeu majeur dans le contexte marocain. Je vais encore prendre 15 secondes. Je viens de dépasser mon temps et je m'en excuse. Mais le métronidazole reste encore un agent important pour nous, mais dans des circonstances particulières. Et il faut bien être sûr du germe, il faut bien être sûr du contexte épidémiologique et du contexte clinique. Je passais sur la giardiase, je terminerai peut-être par ces 5 messages, si vous me le permettez. La durée du symptôme, les antécédents, la notion de voyage, l'état immunitaire du patient, la qualité du prélèvement, le moment et la qualité du prélèvement et le moment où il a été techniqué. Troisièmement, les panels si votre patient a les moyens. Le traitement qui doit être absolument donc ciblé parce que malheureusement, il y a trop de récidives et d'échecs. Il faut l'accepter dans les diarrhées infectieuses parasitaires. Et enfin, chez l'immunodéprimé, c'est un diagnostic dont il faut tenir compte. Et sachez également que l'enjeu majeur reste pour nous quand même la restauration collective, l'hygiène et la prévention. Mesdames, je m'excuse d'avoir dépassé mon temps de quelques secondes. Merci à vous.